L'édition 2023 des Journées Portes Ouvertes projet étudiants de IPNET Institute of Technology se sont déroulées le samedi 2 septembre 2023 à Lomé. Le système d'enseignement IPNET Institute of Technology est fondé sur deux pratiques pédagogiques phares. Les travaux pratiques hebdomadaires dans chaque matière et les projets professionnels étudiants. Alors, les projets professionnels étudiants, c'est qu'on donne une opportunité, on donne l'opportunité aux apprenants d'être encadrés par nos ingénieurs et techniciens pour résoudre trois vrais problèmes d'entreprise sur le parcours licence. L'année passée, alors parmi les projets étudiants, on sélectionne toujours les meilleurs pour les présenter aux journées portes ouvertes. L'année passée, nous avons présenté 17 projets étudiants et cette année, nous sommes passés à 33. Un parcours assez particulier de ces étudiants qui excellent en entreprise grâce aux compétences qu'ils acquièrent au cours de leur formation. Je réponds au nom de mademoiselle Kassenye Jéweli et voici mon binôme Gogo Daniel. Pour la journée porte ouverte IPNET 2023, nous présentons une application de prestation de services dénommée Wodoo, qui est une application qui permettra principalement à des prestataires de pouvoir créer leurs services et à des clients de pouvoir avoir accès à ces services en fonction de leurs besoins. Donc, nous avons souvent la problématique lorsque il y a des clients qui recherchent des services, que ce soit des menuisiers, des mécaniciens, que ce soit un service traiteur, ils ont souvent du mal à les trouver directement. Ils passent souvent par le bouche à bouche pour contacter les gens. Donc, au travers de notre application, le client, lorsqu'il accède à notre site web, peut avoir la liste des services en fonction des prestataires qui ont créé les services. Il peut postuler à ces services, accéder à ces services en contactant directement le prestataire via WhatsApp, via appel ou via mail. La principale particularité de notre application est que les prestataires également peuvent postuler à des appels d'offres que des entreprises ont créés. Pour la recherche des emplois, les prestataires peuvent postuler à ces emplois. D'accord. Sans plus tarder, nous allons passer à quelques tests pour entrer en profondeur de notre application. Voici la page d'accueil de notre application. Voilà, sur la page d'accueil de notre application, nous avons déjà quelques services que des prestataires ont créés. Donc, pour créer ces services, on a ces services en fonction de leur catégorie: développement informatique, menuisier, service traiteur, en fonction de la catégorie que vous recherchez. Donc, pour créer ces services, on se connecte en tant que prestataire de services. Voilà, et on accède à la plateforme du prestataire où on peut créer le service. Là, en cliquant sur service. Donc, nous allons rapidement postuler à un... D'accord, voilà. Voici la liste des appels d'offres. Donc, le prestataire peut postuler aux appels d'offres en cliquant là. Lorsqu'il clique sur l'appel d'offres, il voit les détails de l'appel d'offres de l'entreprise qui a créé l'appel d'offres. Les entreprises qui les appels d'offres en se connectant en tant que client. D'accord. Donc, il peut accéder, il peut se mettre en contact avec l'entreprise via WhatsApp, via appel, via email, ainsi que pour les services, au niveau du client. Voilà. Au niveau du service développement de site web, par exemple, lorsque vous cliquez, il y a la description du service et vous pouvez directement contacter le prestataire via WhatsApp, soit appel, soit email. Salut à tous, je suis Nyon Chachitriz Akiratou, étudiante en 3e année de licence professionnelle réseau, système et sécurité. Mon groupe et moi avons implémenté un projet intitulé VPN MFA, le réseau virtuel privé multifacteur d'authentification. D'abord, le VPN, c'est une technologie qui vous permet d'avoir accès à distance. C'est-à-dire, vous êtes chez vous à la maison, vous vous connectez au réseau de votre entreprise pour avoir accès aux ressources et travailler comme si vous y étiez. Durant la période de la COVID-19, les gens ont beaucoup utilisé cette technologie parce qu'ils étaient en confinement et n'arrivaient pas à se déplacer pour aller travailler dans les services.
Durant cette période, les cybercriminels ont eu plus de failles pour usurper les identités et violer la confidentialité des utilisateurs. D'où mes camarades et moi, nous avons eu l'idée d'associer le multifacteur d'authentification au VPN. Le multifacteur d'authentification, c'est une technologie de sécurité qui vous permet de confirmer votre identité à chaque fois que vous vous connectez. Donc, en gros, le VPN MFA, c'est une technologie qui vous permet d'avoir accès à votre réseau à distance de manière sécurisée et personnalisée. Nous avons l'architecture de notre projet. Ici, nous avons le client qui est en dehors de l'entreprise, supposons qu'il est en voyage et veut se connecter au réseau de l'entreprise pour avoir accès. Lorsqu'il se connecte, ces identifiants sont vérifiés au niveau de notre annuaire Active Directory où nous avons listé le nom des utilisateurs et leur mot de passe. Lorsque la vérification est faite, l'information est renvoyée au niveau du GeoCloud. C'est là-bas que nous avons enrôlé les utilisateurs avec leur numéro de téléphone. Et ensuite, ils auront un message ou un code sur leur téléphone. Ce code n'est pas permanent. Ça se modifie à chaque fois que la personne veut se connecter. Lorsqu'il approuve, l'information est renvoyée au niveau de notre contrôleur d'accès qui est Cisco ICE. Le contrôleur d'accès vérifie si l'utilisateur est autorisé à avoir l'accès ou non. S'il est autorisé, il lui permet la connexion. S'il n'est pas autorisé, il lui refuse la connexion. Donc, en gros, c'est un peu ça notre projet. Mais ce qui est intéressant avec notre projet, lorsque tu perds même ton portable, ou soit tu te fais voler ton portable, la personne peut se connecter, c'est-à-dire peut essayer de se connecter en usurpant tes identités et en approuvant que c'est lui à ta place. Mais si nous savons que tu as perdu ton portable, avec notre contrôleur d'accès, nous bloquons l'accès. Donc, il peut non seulement avoir tes identifiants, ton téléphone pour accorder, mais n'aura pas accès parce que nous l'avons bloqué à notre niveau. Nous allons passer aux différents tests. Le premier test, c'est, nous supposons qu'un administrateur, l'administrateur du réseau plutôt de notre infrastructure, est en dehors du pays ou n'est pas dans l'entreprise, mais veut accéder aux ressources de l'entreprise pour travailler. Le logiciel que nous avons utilisé est le Cisco AnyConnect. Il va entrer le nom du domaine de notre entreprise. Pour se connecter, on va lui demander d'entrer son mot de passe, son nom d'utilisateur et le mot de passe. Il entre le mot de passe et pour se connecter, comme nous avons activé le multifacteur d'authentification, il va recevoir un code dans son portable pour refuser ou approuver l'autorisation. Là, nous approuvons et il est connecté. Donc là, il a accès aux ressources de l'entreprise. Il va essayer de se connecter à notre serveur Active Directory. Il met l'adresse de notre serveur Active Directory pour se connecter. Il met le mot de passe. Nous avons activé aussi le multifacteur sur notre serveur Active Directory. Lorsqu'il va se connecter, malgré qu'il a mis le nom d'utilisateur et le mot de passe, on va lui demander encore de confirmer son identité. Il reçoit encore une notification pour confirmer son identité. Nous confirmons et l'utilisateur aura accès, l'administrateur s'il vous plaît, aura accès au réseau. Là, il a accès à notre serveur Active Directory. Pour cette édition de JPOP 2023, nous avions travaillé sur le projet et administration de notre domaine d'hébergement web et de messagerie. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'une entreprise digne de ce nom, aujourd'hui, de nos jours, a besoin d'une identité en ligne. Et cette identité consiste à avoir un nom de domaine, un site web et un service de messagerie pour pouvoir s'envoyer des mails. Et ce système de messagerie est lié à leur nom de domaine. Pour ce faire, l'entreprise est obligée de se tourner vers une institution ou bien un service informatique. Et tout comme nous,
Et c'est ce que nous avions essayé de déployer ici comme service. Et ce service consiste à héberger premièrement un site web quelconque et avec un système de gestion de fichiers FTP et la messagerie. Donc cette messagerie peut fonctionner en local comme en ligne sur Internet. Donc c'est l'architecture de notre solution. Ça fonctionne principalement en local. On peut le mettre en ligne, mais nous l'avions implémenté en local. Et voici le serveur. Et il y a des ordinateurs qui sont connectés au réseau, aussi bien des téléphones. Donc, de l'ordinateur du client, on peut accéder au site web qui est hébergé sur le serveur. Et de même, pour le téléphone, qui peut aussi accéder au mail qui est sur le serveur. Donc, en interne, on peut accéder au site, que ce soit avec le téléphone ou avec, ça c'est au niveau du téléphone. C'est totalement local. Il n'y a rien qui est en ligne ici. Et ici, au niveau de l'ordinateur, on peut accéder à la version desktop. Et à part ça, il y a aussi le système de fichiers que nous avions mis en place pour accéder aux fichiers par FTP. Un système bien sécurisé, bien sûr. Et après ça, on a mis en place aussi le système de messagerie qui nous permet d'envoyer des mails entre utilisateurs. Donc ici, je suis connecté en tant que Samuel @ipnet.local. Et mon collègue aussi a son adresse email. Nous allons essayer d'envoyer un mail. Donc je tape son adresse mail, carlin@ipnet.local. Et comme objet, on met test JPOP. Et le message, c'est simple, test JPOP. J'envoie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet déploiement d'une infrastructure Linux Unix. On remarque que les entreprises utilisent plus le système Windows plus que le système Linux. Pourquoi? Parce que le système Windows est plus intuitif que le système Linux. Mais depuis quelque temps, on remarque que le système Linux offre plus de sécurité, est plus flexible et plus léger. Maintenant, comment un administrateur système peut gérer un système Linux dans une entreprise? Pour pouvoir le faire, nous avons installé le rôle de FreeIP qui peut pouvoir gérer les utilisateurs, les machines et les services. Là, c'est notre architecture. Là, on a Internet, on a le routeur Internet et là, c'est la salle serveur. Là, c'est le réseau de l'entreprise et là, c'est la salle serveur. On a le serveur qui permet aux utilisateurs de se connecter via des câbles et ici, les utilisateurs qui peuvent se connecter via des points d'accès. Ici, c'est la salle serveur. Il y a des serveurs Red Hat qui permettent aux utilisateurs de se connecter via des câbles et ici des utilisateurs qui peuvent se connecter via Internet. Maintenant, comment gérer ce système dans une entreprise? Pour pouvoir le gérer, on a installé le FreeIP qui gère les utilisateurs, les machines et les services en une seule fois. Maintenant, on va passer au test et voir comment ça marche réellement. Ça, c'est l'interface du serveur. Ça, c'est l'interface du serveur. On a les utilisateurs. On a les utilisateurs. On a trois types d'utilisateurs. On a les utilisateurs actifs, les utilisateurs stage et les utilisateurs présents. Les trois utilisateurs ont des rôles spécifiques. Les utilisateurs actifs sont les utilisateurs qui se connectent dans le réseau, qui peuvent se connecter. Les utilisateurs stage sont les utilisateurs qu'on crée, mais ils ne peuvent pas se connecter.
Par exemple, je peux donner un exemple en disant que, par exemple, on dit que dans une semaine, il y aura un employeur un employé plutôt qui va travailler dans l'entreprise. Je peux créer un utilisateur stage pour lui, pour laisser maintenant le jour où il commencera ses services, on l'active seulement et puis il commence à utiliser son compte. Maintenant, il y a aussi des autres, plus précisément les machines. Plus précisément les machines. Ça, ce sont toutes les machines qui sont dans le domaine. Ce sont les machines qui sont dans le domaine. Là, on peut gérer toutes les machines, on peut voir toutes les machines qui sont dans le système Linux. L'administrateur système voit tout ça là. Maintenant, il y a aussi des groupes. L'administrateur système peut créer des groupes. Des groupes d'utilisateurs, des groupes de machines. Ce sont les trois. Il y a ça, c'est le groupe d'utilisateurs. On a le groupe de machines. Ça permet de mieux gérer, de mieux organiser les utilisateurs et les machines. Il y a le HBAC qui nous permet de spécifier des utilisateurs sur des machines spécifiques. Je donne un exemple. Dans le groupe marketing, un utilisateur ne peut pas prendre son compte marketing pour aller dans le département développement pour pouvoir ouvrir son compte. Donc, on le spécifie seulement que dans le département marketing. Donc, s'il prend son compte pour aller ouvrir dans le compte développement, ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, nous allons vous parler de PAI. PAI, c'est quoi? PAI, c'est une application de prévention des accidents et des incidents de la route. Par accident, nous voulons dire les événements malheureux qui surviennent, et par incident, nous voulons parler des divers événements comme par exemple les barrages administratifs, les travaux, etc. Donc notre application est en deux temps. Dans un premier temps, il permet à l'utilisateur qui a été victime d'un accident ou qui est au courant d'un incident de pouvoir faire un signalement. Ce signalement est alors envoyé à un contrôleur qui, depuis son dashboard, va pouvoir le renseigner aux autorités compétentes. Par autorités compétentes, nous allons parler des sapeurs-pompiers, des policiers, etc. Dans un deuxième temps, notre application permet à l'utilisateur qui charge une destination de voir en temps réel quels sont donc les événements qu'il y a dans cette zone, c'est-à-dire quels sont donc les incidents et les accidents qui sont dans cette zone, et de pouvoir choisir une meilleure destination. Donc je vais laisser mon collègue faire une brève démonstration sur notre écran ici que nous allons suivre. Nous allons simuler le signalement d'un accident. Nous avons ici un formulaire tout à fait simple à remplir où nous commençons par donner le titre, par exemple, de l'événement, bien sûr, une petite description, c'est-à-dire que s'est-il passé, quels sont les véhicules qui ont été en contact, toutes les informations importantes que nous allons renseigner. Nous avons à mettre également une localisation, un niveau de danger, c'est-à-dire vous estimez que la situation a un taux critique élevé, moyen ou bénin, et nous faisons donc le signalement. Le signalement est alors envoyé, comme je l'avais dit, au niveau de notre contrôleur. Le contrôleur a son interface et il reçoit le signalement. Selon le nombre, le taux de signalement qu'il y a par rapport à cet événement, c'est alors envoyé à qui de droit. Donc ici, c'est fait manuellement parce que nous avons un seul signalement. Donc ce n'est pas fait automatiquement. Donc l'alerte est donc là, il peut consulter les détails, c'est-à-dire qu'il reçoit à la fois la date, la localisation, à quel instant T ça s'est passé, quel est le type, et quel est le niveau de danger. Et il a la possibilité ensuite donc de l'envoyer manuellement donc à qui de droit par email par exemple. Donc ici nous avons fait la simulation avec une adresse mail que nous avons créée qui s'appelle par exemple prévention des accidents et des incidents, et de façon automatique l'email est envoyé aux policiers. Donc ça c'est la première partie. Nous revenons dans l'application. Nous sommes maintenant un utilisateur qui veut chercher une destination. Donc je choisis une localisation que j'avais déjà préenregistrée, celui de mon bureau, de mon travail, de mon école, et quand je le lance, ma destination est chargée. On me mappe cette destination et tout autour je peux voir donc dans ma zone est-ce qu'il y a eu des accidents, est-ce qu'il y a eu des incidents. Donc si voilà, nous voyons par exemple qu'en allant dans cette zone là, il y a tout un tas d'événements qui se passent. À côté il y a des travaux, il y a eu des accidents, il y a eu des incidents. Donc c'est ainsi que marche notre application. Merci de nous avoir suivis.
Bonjour, je suis Gaël Apedo Kislom, étudiant en 3e année génie logiciel à IPNet Institute. Donc notre projet s'intitule Niedola. C'est une application mobile qui vous permet de trouver les artisans les plus proches de chez vous. Donc supposons qu'un matin j'ai besoin d'électricien, un plombier ou d'un cordonnier. Avec l'application Niedola que j'ai sur mon application, j'ai juste à faire une recherche d'un électricien. Quand je tape électricien dans la barre de recherche, l'application me sort tous les électriciens qui se sont préalablement inscrits sur la plateforme et qui sont filtrés par l'artisan le plus proche de chez moi. Et j'ai la possibilité de le contacter, de l'appeler directement, lui envoyer un message par WhatsApp ou suivre la localisation pour aller à son atelier. Et quand il me rend un service, j'ai la possibilité également de le noter ou de le payer via l'application. Or cet aspect Niedola aussi est l'application réservée à l'artisan qui se veut de proposer son service sur la plateforme. Donc il est plombier ou électricien ou cordonnier, il crée un compte, s'enregistre en tant que plombier ou électricien et propose son service. Comme je l'ai dit, j'ai besoin d'un cordonnier. Je suis actuellement à IPNet, mes chaussures se sont décollées. Donc quand je mets un cordonnier, j'ai la liste des cordonniers qui sortent et qui sont filtrés par localisation. Donc on constate que M. Acho Génial est le premier cordonnier le plus proche de moi, qui est à 0,1 km. Donc automatiquement c'est lui que je veux contacter. Donc je clique sur le profil de M. Acho Génial. Voilà, j'ai les informations. Le cordonnier est un artisan, etc. Donc je peux, si je souhaite, appeler M. Acho Génial pour discuter avec lui, le contacter par WhatsApp ou directement sur la localisation pour aller chez M. Acho Génial. Donc une fois que le service a été rendu et que je suis satisfait du service que me propose M. Acho Génial, je peux le noter. Donc en le notant, je mets mon nom, je mets le nombre de toiles, je mets un commentaire et j'envoie, et voilà, l'artisan a été noté avec succès. Et si je n'ai pas de liquidité pour payer M. Génial, avec l'application je peux le payer via T-Money ou via Flows. Donc vu que les services sont des services qui n'ont pas un prix prédéfini, la réparation d'une chaussure peut varier, peut coûter 200, 500 000 francs, etc. Donc c'est moi je mets le montant en commun accord avec l'artisan. Donc supposons que ma réparation me coûte 150, je mets 150 et là j'entre mon numéro, le numéro sur lequel sera débité l'argent. Et voilà, monsieur Acho Génial recevra l'argent. Voilà, c'est à peu près comment marche notre application. Je suis Jennifer Aivor et voici mon partenaire de travail, Mathis Ahadiche. On est tous les deux en 3e année de licence professionnelle génie logiciel. Le projet sur lequel on a travaillé s'appelle Beauty RDV et c'est une plateforme qui est censée aider les instituts de beauté à mieux gérer leurs activités et aider les clients à réserver du temps dans les instituts de beauté pour éviter le problème de je vais dans un salon de beauté et je me rends compte qu'il y a trop de personnes. Donc je suis obligée d'attendre, je perds du temps ou bien je décide de retourner chez moi et de revenir, je perds de l'énergie. Donc cette plateforme a pour but de résoudre ce problème. Alors, supposons que je suis un responsable ou bien un propriétaire d'entreprise et je suis intéressé par la plateforme. Donc je viens, j'ai la possibilité de me connecter en tant que responsable. Donc actuellement, nous avons un compte responsable. Quand on n'en a pas, on en crée, mais nous en avons un. Donc voilà, nous sommes connectés en tant que responsables. Nous pouvons aller dans l'onglet Institut, enregistrer nos instituts, mais là nous avons déjà un institut. Quand on va dans les détails, on peut voir les différentes informations qu'on a à renseigner lors de l'enregistrement d'un institut. Voilà, donc nous retournons. Dans cet institut, nous avons enregistré des types de services pour que les clients voient ce qu'on fait dans nos instituts et nous avons aussi enregistré des services. Voilà, donc tout ceci est visible par le client quand il arrive sur la page d'accueil.
Donc, si je suis maintenant un client quelconque, j'arrive sur la plateforme et je suis intéressé par les services que propose l'un de ces instituts. Je clique dessus et je peux voir l'image qui représente ou bien qui illustre l'institut. Je peux voir descendre les types de services qu'il fournit et les services qu'il fournit. Donc, je suis intéressée par exemple par ce service qui est coupe homme. Je clique sur réserver et je fais la réservation. J'ajoute la date à laquelle je veux venir. La date à laquelle je veux par exemple venir me faire le service, l'heure de la réservation. Et je sélectionne si je veux que ça soit à domicile ou bien je vais me rendre à l'institut. Donc, j'effectue la réservation et j'ai la possibilité ici de voir l'ensemble des réservations que j'ai eu à effectuer dans les différents instituts de beauté. Donc, si je retourne au niveau du responsable, le responsable a la possibilité aussi de voir les réservations qui ont été faites dans son institut. Retourne. Et quand il les valide, ben, ça se transforme, le en attente se transforme en validé. Et voilà. Donc voilà en gros les différentes fonctionnalités de notre application. Notre projet s'appelle le Advanced Protection and Attack Source Tracing. C'est un projet qui nous permet, d'abord en premier temps, qui nous permet de protéger un réseau et puis qui nous permet de connaître les méthodes de hacking, les méthodes opératoires d'un hacker par exemple. Sur l'architecture, nous avons deux réseaux. Nous avons le réseau voisin et le réseau à protéger. Maintenant, c'est le réseau à protéger là. Et puis ici, nous avons un piège fait exprès pour pouvoir laisser l'attaquant accéder à cette machine là. Maintenant, nous allons passer au test. Maintenant, pour les tests, attendez. Pour le test, nous avons le test de brute force SSH. C'est le test qui nous permettra d'abord le brute force. C'est un test c'est une méthode de hacking qui nous permet d'avoir les identifiants d'une machine ou bien d'une machine par exemple. Maintenant, dans notre cas, on va essayer le brute force SSH qui nous permettra d'avoir les identifiants d'une machine précise. Maintenant là, c'est là on a cette machine là on l'attaque. On va faire le Hydra. Maintenant, si vous remarquez, nous avons eu le mot de passe, les identifiants de la machine. Maintenant, nous allons essayer d'accéder grâce à ce mot de passe à cette machine-là. C'est la machine SSH. Maintenant, on demande le mot de passe. Maintenant, les mots de passe qu'on a trouvés antérieurement, on les entre. Maintenant, on a accédé. Maintenant, pour vous montrer qu'on a accédé, on va rentrer un mot de passe. On va rentrer une commande. On va rentrer un truc qui dit salut, par exemple, vous avez été piraté, un test. Alors, si vous remarquez, la commande a été enregistrée là. Et puis, nous voyons qu'il y a la date, non, disons, ouais, qu'il y a la date et puis l'heure à laquelle l'attaquant a fait son attaque. Et puis l'adresse IP. L'adresse IP, c'est l'identité de la machine. Comme ça, après, peut-être on pourra localiser et puis donner la localisation à la police pour que la police s'en charge. C'était un peu le projet. Merci. Pour cette 4e édition des Journées Portes Ouvertes Projet étudiants, plus d'une trentaine de projets étudiants sont présentés au public, au nombre duquel on peut compter officiels, chefs d'entreprise, recruteurs, parents d'étudiants et futurs étudiants. Bonjour chers invités, nous vous souhaitons la bienvenue à la 4e édition de JPOP, de Journées Portes Ouvertes de IPNET Institute of Technology, la grande école du génie informatique. Je me nomme Mademoiselle Baranda Okesha et voici mon équipe, Baranda Grégoire, Tankoï Nagib et Gabo Divine.
Le thème de notre projet est le déploiement d'un réseau VUP Astéris avec intégration de la vidéosurveillance et du portier téléphonique. La solution que nous avons implémentée, c'est Elastis. Alors, c'est quoi Elastis? Tout simplement, Elastis, c'est une solution qui facilite la communication au sein d'une entreprise. Qui dit communication dit appel. Elle vous permet de passer des appels sans avoir du crédit ni de connexion Internet. Nous avons deux sites, comme vous le voyez, un site à Lomé et un site à Sokodé. D'abord, en local, les membres d'une entreprise peuvent communiquer entre eux les différents services comme l'accueil, la comptabilité, le DG, ils peuvent communiquer entre eux. Maintenant, si le DG a un souci, il peut aussi appeler le site à Sokodé pour communiquer entre eux à travers un réseau si nous hébergeons notre serveur. Maintenant, passons au site de Lomé. Nous avons un portier à l'entrée. Lorsqu'un visiteur vient, il appuie sur le doorphone et l'appel sera transféré au secrétariat. Le secrétaire pourra demander qui est et autoriser l'entrée ou pas. Nous avons aussi le speaker. Dans notre entreprise ici, le speaker se trouve en amphissant. Il fonctionne comment? Par exemple, si nous prenons dans un aéroport, nous avons les speakers qui se trouvent dans les salles d'attente pour annoncer un vol qui va partir dans quelques heures ou tout de suite. Donc voilà un peu comment fonctionne notre projet. Vous pouvez aussi le déployer chez vous à la maison pour pouvoir communiquer facilement entre vous. Si maman sort, elle veut appeler ses enfants, elle peut le faire. Bonjour à tous et bienvenue à notre stand numéro 24. Notre projet est intitulé « Intégration d'une solution Sing Sign-On au PKI et à Active Directory ». Alors, à quoi consiste notre projet? Notre projet Sing Sign-On, ce qui veut dire en français « authentification unique », consiste à se connecter à plusieurs applications ou plusieurs services en un clic. C'est-à-dire, il y aura un administrateur qui va créer un utilisateur, lui attribuer des droits et lui donner son nom d'utilisateur et son mot de passe. Grâce à ce nom d'utilisateur et ce mot de passe, il pourra se connecter directement et avoir accès aux applications. Comme on peut le voir au niveau sécurité, il n'y a pas de sécurité. C'est pour ça qu'on a ajouté le MFA, Multi-Factor Authentificator. Avec le MFA, l'utilisateur va tenter de se connecter. On va lui envoyer un code QR avec lequel il va confirmer que vraiment c'est lui qui est en train de se connecter et ensuite il aura accès aux applications dont on lui a attribué. Donc pour la démonstration, le premier test sera de créer un utilisateur. On a créé un utilisateur, la combatté. Son nom d'utilisateur associé à notre nom de domaine sera combatté@architect.com. Là, il va essayer de se connecter. Là, on a combatté@architect.com. C'est lui qu'on a créé. Alors, la synchronisation va se faire après 90 secondes sur GemCloud. Sur le cloud, puisqu'on a fait une liaison entre le local et le cloud. Donc du coup, on va utiliser son nom de domaine et son mot de passe pour se connecter en tant qu'utilisateur sur GemCloud. En tant qu'utilisateur, on va lui envoyer un code. Ok, ça c'est le code. C'est le code qu'on lui a envoyé. On va le taper là. Vous allez remarquer que le code s'interfère, genre ça change automatiquement. Donc on va vite le faire et le taper là. Là, il est connecté. Il a accès à 3 applications que nous avons hébergées. Il y a Microsoft 365, OpenVPN et Salesforce. On tient à vous préciser que les deux ne sont pas en version gratuite. Donc, on a utilisé Salesforce en version gratuite pour l'héberger. Tu peux aller sur l'application. L'application.
Voilà, il a accès à son application et nous avons là son profil. Je me nomme Agoda Marina, je suis en 2e année de génie logiciel. Donc, ma solution aujourd'hui s'appelle eManage. eManage vous permet de gérer plusieurs pôles de votre entreprise. Okay. C'est un ERP en fait, qui va faciliter le développement de votre entreprise. eManage a plusieurs fonctionnalités. Donc, pour l'instant, dans sa première version, eManage gère le stock et les achats. Okay. Nous allons passer à la démonstration. Okay. Ici, nous allons essayer d'enregistrer des articles dans le cadre de la gestion du stock. Okay. Nous allons ajouter des articles. Donc, comme vous le voyez, nous pourrons remplir ces champs et ainsi enregistrer des articles. Choisissons des fournisseurs. Nous mettons une description. Donc nous voyons que notre article a été créé avec succès. Okay. Donc le gestionnaire de stock, il a accès à la liste des articles. Donc comme vous le voyez ici, donc les articles préalablement enregistrés. Donc il peut faire la recherche, bien sûr. Ensuite, il a accès au stock des articles parce que lorsqu'un article est créé nouvellement, par défaut, son stock est de 0. Okay. Lorsqu'il y aura des entrées en stock, le gestionnaire de stock pourra aller modifier la quantité de cet article-là. Ensuite, nous avons la gestion des achats. Ici, le gestionnaire d'achat, il a 2 options en plus. Okay? Il ajoute des fournisseurs, il a aussi accès à la liste des fournisseurs et il enregistre des bons de commande. Okay? Donc ici, pour simuler un enregistrement, on choisit une TVA, on met l'article à commander, la quantité et puis le prix auquel nous avons l'habitude de l'acheter. Donc voilà, donc on met des conditions de règlement. Donc ici, on va dire au fournisseur qu'on le règle totalement à la livraison. Donc on va enregistrer. Donc comme la notification nous le dit, la commande a été créée avec succès. Donc ici, si nous allons sur la liste des commandes, nous avons accès à toutes les commandes que le gestionnaire d'achat a pu enregistrer. Okay. Et nous pouvons aller sur les détails, par exemple des commandes. Et ici, nous voyons en quelque sorte les détails de la commande que le gestionnaire a passée. Ici, nous avons aussi les détails. Donc, les détails, le système nous génère un petit calcul en fonction de la TVA que nous avons eu à enregistrer. Donc, voilà un peu en quoi consiste eManage. Merci. Comme on le sait souvent en entreprise, il y a des failles dans le système qui peuvent permettre à toute personne de pouvoir infiltrer de votre système. Donc pour contrer ce problème, nous, on a une solution qui peut vous permettre de régler ce souci. La solution s'appelle Nexus. Nexus est un outil qui peut être installé sur un serveur et à partir de ce serveur, vous pouvez scanner tout votre système pour savoir ce qui se passe dessus. Voici maintenant notre solution, sa plateforme. Ici maintenant, nous avons maintenant le scan du cas de plusieurs machines. Et dans ces machines, il y a une qui a été extrêmement vulnérable. Une qui a été extrêmement vulnérable. Et voici les vulnérabilités qu'il a trouvées. Il a trouvé plusieurs vulnérabilités. Et comme aussi, il est classifié aussi. Il a des vulnérabilités qui sont vraiment critiques. Bonsoir à tous, nous sommes ici pour vous présenter notre application AgriTranscom. Moi c'est M. Blaisani Moefort et je suis avec ma coéquipière Akovi Ablanongandé. Qu'est-ce que c'est AgriTranscom? AgriTranscom, ça sera une application pour pouvoir connecter directement agriculteurs, transporteurs et commerçants. Les agriculteurs pourront publier leurs produits sur la plateforme, les transporteurs quant à eux livrer les commandes qui leur ont été affectées et les commerçants lorsqu'ils se connectent, ils pourront effectuer des commandes sur des produits, une variété de produits, voilà, que les agriculteurs ont déjà publiés sur les plateformes. Sans plus tarder, nous allons passer directement au test de démonstration. Là, on est sur le compte de l'agriculteur, on peut voir directement les produits que l'agriculteur a déjà préenregistrés sur la plateforme. Bon, lorsqu'on clique sur un produit, on peut voir déjà les détails du produit, tels que le prix, la description et toutes choses. Et on a maintenant, voilà, l'option de se déconnecter. On passe directement maintenant au compte du commerçant. On se connecte en tant que commerçant pour pouvoir effectuer une commande. Lorsqu'on se connecte maintenant au compte du commerçant, on a la liste des produits, voilà, qu'on a retrouvé tout à l'heure au niveau du compte agriculteur.
pour essayer de passer la commande. Pour passer la commande, on clique directement sur un produit. On a le choix de commander entre la quantité ou le poids. Mais comme ce qui est monnaie courante, c'est le poids, on choisit directement le poids. Elle a choisi 12 kg pour la commande et l'adresse de livraison à Lomé. Et on peut voir directement qui est affiché le prix total à payer pour la commande. Voilà. Maintenant, il faut maintenant se déconnecter pour se reconnecter au compte de l'agriculteur pour pouvoir voir la liste des commandes qui ont été créées et pouvoir affecter un transporteur directement à la charge. Voilà. Une fois qu'on était au compte maintenant de l'agriculteur, on va dans la partie valider une commande. On peut voir la liste des commandes qui a été faite. Maintenant, lorsqu'il clique sur une commande, il a la possibilité de choisir un transporteur. On prendra par exemple le premier transporteur, marque Atiga. Lorsqu'on clique, ça nous demande si on veut débuter la livraison, on clique sur oui. Maintenant, il faut maintenant se déconnecter du compte agriculteur et passer maintenant au compte, on va dire, du transporteur. Voilà, il se connecte en tant que transporteur. Une fois, elle va rentrer le mot de passe. Lorsqu'on se connecte maintenant sur la page du transporteur, on a la liste des commandes qui ont été validées par l'agriculteur. Lorsqu'on clique par exemple sur une commande, on a l'option de voir le poids, la livraison, tous ces détails qu'il doit avoir pour pouvoir livrer sa commande. Lorsqu'il sort maintenant, il a le choix de se rendre maintenant sur la partie de livraison en cours et de valider une commande lorsqu'il a fini. Lorsqu'il clique sur valider, on lui demande s'il est bien sûr de vouloir valider. Lorsqu'il clique sur oui, voilà, la commande a été retirée, ce qui confirme vraiment que la livraison a été faite. Je réponds au nom de Arushi Harmonie Stella, étudiante en 3e année génie logiciel. Avec mon binôme Tovia Okpolola Crépin, nous avons travaillé sur l'application intitulée LearnSoft. LearnSoft est une application de contrôle parental qui va permettre à un tuteur qui s'inscrit sur notre plateforme de pouvoir créer des exercices pour un étudiant, pour pouvoir suivre son évolution et améliorer ses rendements. Sans plus tarder, mon binôme va vous démontrer par la création de quiz et d'évaluation comment la plateforme fonctionne. Nous allons commencer par une création d'évaluation. L'évaluation est créée par un tuteur. L'évaluation étant déjà créée, l'élève va sur sa plateforme recevoir une notification de l'évaluation et va pouvoir aller traiter cette évaluation. Après avoir traité cette évaluation, il pourra avoir accès à la correction de cette évaluation-là et accéder à sa note. Après avoir accédé à sa note, il peut vérifier les réponses qu'il a données sur la plateforme pour voir quelles sont les mauvaises réponses ou pas. Il peut également consulter un relevé pour voir les statistiques, s'il a progressé ou bien s'il a régressé sur notre plateforme. En parallèle à ça, nous avons une intelligence artificielle sur l'application qui permet à l'élève de pouvoir faire des recherches directement sur l'application. Supposons un élève est en train d'apprendre et il se demande c'est quoi la loi de Mendel. Il pose la question à notre intelligence artificielle Clara IA qui lui donne une réponse. Voici notre intelligence qui est en train de traiter la réponse pour obtenir le rendement que l'élève lui a posé. Voici la réponse fournie par notre intelligence artificielle, démontrant que la loi de Mendel est également connue sous le nom de la loi de l'hérédité. Nous avons en parallèle une vue en temps réel des activités de l'élève sur l'application pour voir s'il a traité, quand il a traité l'application, quand il finit de traiter, s'il est en ligne ou pas.
voici une section qui permet de pouvoir accéder aux épreuves sur l'application. Nous pouvons également avoir accès aux épreuves postées sur notre plateforme pour permettre à l'élève de pouvoir faire rapidement ses exercices en regardant des épreuves, des examens passés et ailleurs. Nous vous remercions d'avoir suivi notre présentation. Notre centre s'intitule Eventplan. Qu'est-ce que Eventplan? Eventplan est une application mobile de création, de planification et de gestion d'événements. Avec Eventplan, vous pouvez créer votre événement, le planifier, le gérer. Donc voici notre page d'accueil. Sur notre page d'accueil, vous allez vous inscrire. Là, il se connecte à un compte déjà existant. Donc il se connecte via email et mot de passe. Donc il entre son email. Et là, il entre son mot de passe. Une fois la connexion établie, il accède directement à notre page d'accueil. Sur la page d'accueil, vous avez la liste. Sur la page d'accueil, comme je dis, vous avez la liste de tous les éléments qui ont été déjà créés par d'autres utilisateurs. Donc, nous avons l'événement confessionnel, concert. Sur notre deuxième page, vous avez la possibilité maintenant de créer votre événement à vous. Donc, voici notre formulaire d'ajout d'événement. Vous pouvez créer votre événement. Nous allons créer l'événement J-Pop. Nous allons entrer l'organisateur IPNet, une description de l'événement, journée porte ouverte. Là, maintenant, choisissez la ville, Lomé, le lieu, pour IPNet Agbalé de l'Ossimé. Là, maintenant, on entre maintenant la date, l'heure. Là, maintenant, vous ajoutez maintenant la fiche de votre événement. Là, maintenant, vous passez à l'ajout. Nous allons attendre que l'ajout se prenne en compte. Donc, une fois que l'événement sera ajouté, vous aurez la possibilité maintenant de partager votre événement sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook. Bienvenue à la journée porte ouverte des projets étudiants de IPNet Institute of Technology, la grande école du génie informatique. Notre projet est nommé le Advanced Protection and Attack Surface Tracing with Suricata and ELK. Il s'agit tout simplement d'un projet qui vise à assurer la sécurité d'un réseau. Quand nous parlons de réseau, c'est comme une maison. Vous avez, dans votre maison, vous avez quoi? Vous avez une moto, vous avez une voiture. Maintenant, pour assurer la sécurité de votre maison, qu'est-ce que vous faites? Vous faites appel à un gardien. Donc le gardien, il est là et il essaie d'observer qui sont ceux qui essaient d'entrer dans votre maison. Et en fonction de ces personnes-là, il essaie de leur bloquer l'entrée de la porte. Qui est-ce qui essaie d'escalader le mur, etc. Donc voilà ce que notre gardien fait. Donc face à ce raisonnement-là, nous avons essayé de mettre en place un projet. Et ce projet-là, comme nous venons de le nommer, c'est le Advanced Protection. Donc nous utilisons ici un gardien. Le nom de ce gardien-là, c'est Suricata. Donc Suricata ici, c'est notre gardien. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de voir qui est-ce qui essaie d'accéder dans notre maison, qui est-ce qui n'essaie pas d'accéder dans notre maison. Et en fonction de ça, il va faire quoi? Il va générer ce qu'on appelle des alertes. Donc ces alertes-là, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez les avoir sur votre téléphone. Que vous soyez en Espagne, que vous soyez en Italie ou en Angleterre. Donc dès l'instant où vous avez une application de messagerie comme Telegram, WhatsApp ou Instagram, on vous envoie automatiquement les alertes. Donc dès que Suricata détecte qu'il y a une intrusion sur votre réseau, il génère automatiquement une alerte et il la bloque automatiquement. Vous-même, vous savez, vous n'allez pas avoir un gardien dans votre maison et qu'est-ce que le gardien fait? Il voit un voleur rentrer et il vous dit, patron, voilà, j'ai le voleur et il n'agit pas. Non, ce n'est pas ce que notre solution fait. Notre solution, elle détecte l'alerte et la bloque automatiquement. Et pour finir, nous utilisons aussi quoi? Nous utilisons aussi un dashboard. Sur ce dashboard-là, nous avons une carte du monde où nous spécifions quoi? Où nous spécifions, voilà le dashboard actuellement ici. Et vous avez quoi? La carte du monde. Sur cette carte du monde-là, si on prend par exemple le Togo, on peut voir que ici, à Lomé par exemple, il y a une attaque qui a été menée. Donc, il y a plusieurs types de dashboard. Donc, je vais essayer de réduire. Et vous allez voir automatiquement tous ces points-là qui nous indiquent automatiquement sur notre carte du monde où est-ce que les attaques ont été menées. Donc, voilà un peu pour l'utilité de notre projet et les membres du groupe, comme je l'ai dit. Merci. Comme on le sait souvent en entreprise, il y a des failles dans le système qui peuvent permettre à toute personne de pouvoir infiltrer de votre système. Donc pour contrer ce problème, nous, on a une solution qui peut vous permettre de régler ce souci. La solution s'appelle Nexus. Nexus est un outil qui peut être installé sur un serveur et à partir de ce serveur, vous pouvez scanner tout votre système pour savoir ce qui se passe
dessus. Voici maintenant nos solutions, sa plateforme. Ici maintenant, nous avons maintenant le scan du cas de plusieurs machines. Et dans ces machines, il y a une qui a été extrêmement vulnérable. Une qui a été extrêmement vulnérable. Et voici les vulnérabilités qu'il a trouvées. Il a trouvé plusieurs vulnérabilités. Et comme aussi il est classifié aussi, il a des vulnérabilités qui sont vraiment critiques. Bonjour, je réponds au nom de Udaga Robert Josué Kelechi. Avec mon collègue Direk Jean-Jacques, on présente le projet portant sur la gestion des vulnérabilités avec Qualys VM. Notons bien que les vulnérabilités en entreprise sont source de destruction massive de ces entreprises-là. Parce qu'en entreprise, une vulnérabilité conduit peut-être à une extorsion de données ou soit une perte de données, que ce soit personnelle ou non personnelle. On a donc opté pour Qualys VM parce qu'elle permet d'abord la gestion unifiée de ces vulnérabilités et la correction en même temps de ces données-là, tout en maintenant l'automatisation. Je vous présente l'architecture de notre solution. Ici, l'architecture nous dit quoi? On a d'abord la sonde de la solution, la database de Qualys, les machines présentes dans la solution et les routeurs. Ça va se faire comment? D'abord, la sonde fait une découverte réseau de tout ce qui se trouve dans le réseau, les machines et tout, et les périphériques sur lesquels sont installés les agents Qualys. On a trois périphériques ici, 2 machines ici et un serveur sur lesquels sont installés les agents Qualys. Donc ça va se passer comment? D'abord, il y aura un scan qui sera fait à partir de ces machines-là. Une fois que le scan est fait, la sonde, elle, récupère d'abord les données, voir sur elle-même les vulnérabilités trouvées ici sont présentes ou pas. Si elles sont présentes, elles procèdent automatiquement au patch de ces vulnérabilités-là. Mais si elles ne sont pas présentes, que fait-elle donc? Elle s'envoie automatiquement à la database. Elle télécharge les patchs disponibles des vulnérabilités trouvées et les applique automatiquement. Ce qui fait une automatisation en même temps de notre projet. En même temps, il y a un petit aspect dont je voulais vous parler. L'automatisation de notre projet se fait en temps réel. C'est-à-dire, je peux tout faire être à la maison et coordonner les choses de façon explicite. En maintenant, tout d'abord le scan et la rédaction des rapports à élaborer. Vous avez devant vous l'équipe Endpoint Security ou la sécurité des appareils. Et notre équipe est composée de 3 étudiants, à savoir moi-même, Aga Agakpe Bim, mes autres collègues qui s'appellent Adjamago Geoffroy et un autre qui s'appelle Alidja Emmanuel. Notre projet repose sur la sécurité des appareils. Concrètement, qu'est-ce que nous appelons par appareil? Nous appelons par appareil les appareils comme votre ordinateur personnel, vos PC de bureau, votre smartphone, votre tablette. Alors, l'assurance de la sécurité des appareils revêt d'une importance capitale, telle pour une entreprise ou pour un particulier, car elle permet de préserver les données sensibles des utilisateurs contre les cyberattaques qui peuvent engager des pertes de données ou une perte financière pour l'entreprise, ce qui n'est pas vraiment bon pour cette dernière. Alors pour notre projet, nous utilisons une solution qui s'appelle Forti Client EMS. C'est un serveur qui déploie des agents sur les différents appareils. Déployer un agent sur votre PC ou que ce soit votre smartphone ou que ce soit votre tablette, l'agent sera déployé et sur cet agent, nous pouvons configurer nos différentes fonctionnalités que nous avons prévues. Alors comme fonctionnalité, nous avons l'antivirus, l'anti-malware, l'application control ou le filtrage web. Par l'antivirus, tout ce qui est virus, notre application pourra bloquer cela. Pour tout ce qui est malware, quand je parle de malware, il y a les vers informatiques ou les chevals de Troie. Au niveau du filtrage web, supposons que notre entreprise avait une politique qui disait que non, sur notre réseau, nous ne devons pas nous connecter au site de paris sportifs ou au site à caractère sexuel. Alors nous avons une catégorie qui répertorie tous ces sites et nous allons pouvoir bloquer cette catégorie. Ainsi, quand un utilisateur voudra se connecter à ce site, cela ne marchera pas. Au niveau également de l'application control ou le filtrage d'application, c'est le même fonctionnement que le filtrage web. Nous avons le scanner de vulnérabilité. Quand je parle de vulnérabilité, je parle d'une faille qui est présente sur votre machine. Exemple,
mise à jour qui n'a pas été faite, ça représente une vulnérabilité pour cette machine. Donc, en résumé, pour comprendre, c'est que la sécurité des appareils est une importance pour vous, entreprise, et pour vous, particuliers, car cela est une affaire que nous négligeons parfois. Et nous devons réfléchir à ça et sensibiliser également les utilisateurs par rapport à l'utilisation de notre solution. Merci. À cette nouvelle édition, nous avons travaillé sur la mise en place d'un SOC. Cette année, nous avons choisi ce projet parce que nous remarquons qu'avec l'avancée de la technologie, les risques d'attaque des entreprises deviennent ou bien croissent de plus en plus. Donc, nous avons mis en place notre solution pour pouvoir permettre à une équipe tout entière, les équipes des analystes, de pouvoir surveiller, détecter et pouvoir contrer ces attaques-là que les attaquants vont mener sur notre réseau. Si nous regardons notre architecture, nous avons d'abord un pare-feu ici qui va nous permettre de filtrer, de faire du filtrage sur notre réseau. Nous avons la salle d'administration où va se trouver les analystes SOC que nous sommes. Nous avons également la salle des serveurs là où nous avons plusieurs solutions que nous avons implémentées. Nous avons la solution du SIEM qui va permettre la collecte des événements, la collecte des journaux d'événements, des informations système. Le SWAR qui va permettre de faire la réponse automatique aux incidents. Et nous avons également le AD qui permet d'administrer, de gérer notre domaine. Nous avons plusieurs utilisateurs, les utilisateurs sans fil et les utilisateurs filaires. Et également, nous avons mis en place le Atomic Red Team pour pouvoir faire du pen testing, pouvoir faire une attaque, simuler les attaques pour voir la réactivité de notre réseau. Notre solution offre plusieurs avantages. Premier avantage, elle permet de réduire les risques de pertes financières. Nous savons aujourd'hui que les hackers, quand ils piratent un réseau, ils réclament des rançons avant de pouvoir vous redonner vos informations et tout. Nous avons également comme avantage la détection précoce des menaces et des attaques. Notre solution va permettre de détecter de façon précoce les attaques qui vont être perpétrées sur nos réseaux. Donc sans plus tarder, nous allons passer au test. Là, nous avons les différents clients qui sont connectés sur notre réseau. Nous voyons là leur nom d'utilisateur, les adresses IP qu'ils utilisent, le port sur lequel ils sont connectés et là leur état. Voilà. Là-bas, le SIEM. Nous allons avoir le SIEM. Là-bas, nous allons afficher notre collecteur d'événements. Là c'est notre collecteur d'événements. Il collecte tout ce qui a trait aux informations système dans le réseau, aux informations que nous avons dans le réseau. Nous avons le nom de l'équipement, sur lequel il collecte l'information, le code, la source, le type d'information qu'il a collecté, le log name et puis le message qu'il nous affiche. Ici, nous voyons qu'il nous affiche la planification du redémarrage du service de protection logicielle. Voilà. Donc, c'est un peu sur cette solution que nous avons travaillé. Nous avons également mis en place un IDS IPS. Un IDS IPS qui va nous permettre de détecter et de contrer les attaques qui vont être menées sur notre réseau. Là, ce sont les différents logs qui s'affichent. Nous avons là une détection de connexion depuis le réseau local, une connexion annulée qui nous fait savoir que voilà, quelqu'un a essayé d'avoir illégalement accès à notre réseau, mais que l'accès a été annulé. Voilà. Bienvenue, mesdames et messieurs. Nous présentons aujourd'hui le projet Microsoft Active Directory qui gère la gestion de l'authentification et l'utilisation, le partage des ressources dans un réseau. Pour l'authentification, nous avions un système qui gère l'authentification dans le réseau. Ensuite, nous pouvions bloquer les clés USB, les paramètres et les invites de commande. Nous bloquons les clés USB pour quelle raison? Les clés USB sont bloquées dans le souci qu'un utilisateur ne puisse pas avoir accès ou ne puisse pas contaminer le réseau de l'entreprise avec une clé USB virusée. Ou dans le cas contraire, l'utilisateur peut copier des données confidentielles de l'entreprise histoire de les divulguer ou peut-être de suivre des films dans les heures de travail. Donc pour ces raisons, nous bloquons les clés USB. Nous avons aussi des délais d'expiration dans notre système. Supposons que nous avons un utilisateur
qui a signé un contrat avec l'entreprise à durée déterminée de 2 ans. À l'échéance, son compte sera automatiquement bloqué et ne pourra pas avoir accès à son compte. À part cela aussi, nous avons les heures d'utilisation. Les heures d'utilisation sont définies au préalable. Nous faisons aussi les mises à jour automatiquement qui sont implémentées au préalable sur le serveur. Nous avons aussi l'impression des fichiers. Supposons que le directeur général, au lieu d'implémenter ou au lieu d'imprimer un fichier dans son bureau au R+7 par exemple, il sera obligé de descendre les escaliers pour les présenter au RDC. Ce qui ne sera pas possible, ce qui prend plus de temps. Donc il peut lancer l'impression de son fichier directement, immédiatement, et cela serait fait au rez-de-chaussée. Donc nous partageons aussi les ressources de l'entreprise. Supposons que par département, donc le service comptable peut partager les documents entre comptables et la gestion de ressources humaines entre eux uniquement, ainsi de suite. Donc nous allons essayer d'expliquer la topologie. Donc ici nous avions un utilisateur qui essaie de se connecter au serveur de l'entreprise. Donc l'authentification est gérée par le serveur ADUS. Si l'utilisateur a des données correctes, il aura accès au serveur de l'entreprise. Dans le cas contraire, il serait rejeté. Ici, c'est un utilisateur qui se connecte au point d'accès Cisco, qui est connecté au wireless, le contrôleur qui gère les équipements Cisco. Donc ici aussi, si l'utilisateur est autorisé et a des authentifications correctes, il pourra se connecter. Dans le cas contraire, il sera rejeté. Ici, nous avons un utilisateur qui essaie de se connecter par VPN. Supposons que notre utilisateur ici est en mission à l'extérieur du pays par exemple, mais a besoin des ressources de l'entreprise pour pouvoir travailler à distance. Donc par un tunnel VPN, il pourra avoir accès aux données de l'entreprise. Ici, nous avons un serveur sur lequel nous implémentons les mises à jour, où nous allons chercher les mises à jour. Donc le serveur va chercher les mises à jour sur le site officiel de Microsoft AD et sur le site officiel de Microsoft Serva. Et ces mises à jour sont immédiatement implémentées sur les machines clientes. Bienvenue à la journée porte ouverte projet étudiant de IPNet Institute of Technology, la grande école du génie informatique du Togo. Donc cette journée porte ouverte, c'est l'édition 2023. Donc notre projet s'intitule HIDS, Host Based Intrusion Detection System. C'est un système de détection d'intrusion sur les ordinateurs et les tablettes avec Wazoo. Donc comment ça se passe? Prenons l'exemple d'une entreprise ou d'un hôpital. Dans un hôpital, vous aimeriez que vos données soient confidentielles. Peut-être un ministre a fait une opération et si cette information est finalement divulguée, ça va nuire à la réputation de votre hôpital ou de votre entreprise. Donc, on pense maintenant à un système qui va nous permettre de savoir en temps réel ce qui se passe sur nos ordinateurs dans l'entreprise. C'est là qu'intervient notre solution Wazoo. Alors, comment fonctionne Wazoo? Wazoo fonctionne comme une paire d'yeux qu'il donne à vos ordinateurs dans l'entreprise. Donc, ces paires d'yeux-là, ça collecte en temps réel ce qui se passe sur les ordinateurs. Et ensuite, ces paires d'yeux, grâce à l'intégration de Elasticsearch, Elasticsearch qui est comme un dictionnaire ou une bibliothèque, ça stocke et ordonne les éléments qui sont collectés. Maintenant, les éléments sont collectés, sont stockés, mais on se dit, un peu comme une bibliothèque, on va lire tout ça, c'est un peu long et un peu ennuyeux. Donc pour faire ça, on a intégré un outil spécial qu'on appelle Kibana. Alors Kibana, c'est quoi? Kibana, c'est un outil de visualisation. Un outil de visualisation qui nous permet d'avoir un accès web et des interfaces graphiques qu'on peut voir ici sur les écrans. Donc on peut voir sur les écrans ici que Kibana, la façon dont Kibana se présente en web et en graphique. Donc si on revient sur l'écran, on peut voir ici, sur cet écran ici, que on voit ici 2, on dit total agent 2. Donc c'est en fait le nombre d'ordinateurs dans notre entreprise qu'on a connecté. On peut voir le nombre d'ordinateurs connectés. Ça, c'est les ordinateurs allumés et ça, ce sont les ordinateurs éteints. Donc même si l'ordinateur est éteint, on a la capacité de voir qu'il est quand même là. Donc on va essayer d'accéder aux ordinateurs pour voir plus de détails. Donc ici, bon, ça se charge un peu à cause de la connexion, mais voilà. Donc on peut voir ici les ordinateurs. Il y a un ordinateur Windows et un ordinateur Ubuntu. Ce qui veut dire en fait que notre système, notre solution
ça prend en compte tous les types de systèmes. Windows, Ubuntu, Mac, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas une préférence. Donc, si on veut encore plus de détails sur les caractéristiques de l'ordinateur, on peut toujours cliquer et puis obtenir beaucoup plus de détails. Maintenant, on va essayer de faire un test, une simulation pour voir comment notre solution répond en entreprise. Donc, pour ce test, on va faire une attaque par force brute SSH. C'est quoi une attaque par force brute SSH? C'est un peu comme un attaquant qui essaie d'utiliser des identifiants malveillants pour accéder à vos systèmes et avoir accès à votre système en effet. Donc, voilà la commande pour faire. On va se mettre à la place de l'attaquant et on va essayer d'attaquer notre système. Donc voilà, on voit qu'il y a des authentifications, des essais et en temps réel, en même temps, on revient, on voit sur notre téléphone va nous donner des alertes, des notifications par Telegram. Donc, quel que soit où vous êtes, vous pouvez être en pause, en train de manger, loin de votre entreprise, vous voyez en même temps des notifications qui vous disent que oui, il y a une tentative de connexion ou une authentification qui n'est pas autorisée sur votre ordinateur au bureau. Et cette façon de recevoir des notifications n'est pas standard. C'est personnalisable. Vous pouvez changer ça comme vous voulez. Donc voilà un peu ce que nous avons. Maintenant, si nous avons ça, on se dit probablement on a cette notification là, mais comment, qu'est-ce qu'on peut voir encore plus? Donc on retourne dans notre entreprise pour voir un peu plus sur les détails concernant la notification. Donc on peut venir visualiser Kibana pour voir ici on peut déployer, on peut développer encore dans les événements de sécurité. On voit tous les détails concernant notre attaque ou la notification qui a été faite. Donc on voit l'adresse de celui qui nous a attaqué, l'adresse de la machine qui a été attaquée dans notre entreprise et celui qui nous a attaqué, l'attaque qu'il a. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la JPOP 2023 de IPNet. Notre projet est la mise en place d'une plateforme de marketing digital. Aujourd'hui, toute entreprise qui a des produits ou services a besoin de se faire connaître en ligne via le biais des sites web, de Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Telegram, Instagram et d'autres. L'ensemble de ces domaines sont centralisés sur notre plateforme de marketing digital et permet une meilleure gestion. Donc, nous allons vous présenter les différentes fonctionnalités et avantages de cette solution. Voici le tableau de bord de notre solution. Les résultats depuis décembre 2022. Nous avons reçu 93 363 messages, dont 61 000 viennent de WhatsApp et 32 viennent de Messenger. Ce qui fait que nous avons un nombre aussi conséquent de génération de prospects, c'est que nous faisons des publicités sur Facebook. C'est ça qui génère un grand nombre de prospects, excusez-moi. Voilà. Le directeur de l'entreprise a aussi la possibilité de vérifier le nombre d'heures passées par les technico-commerciaux à répondre aux prospects. Les prospects, ce sont des clients. Les technico-commerciaux, ce sont les personnes chargées de répondre aux demandes des clients. Donc, comme vous pouvez le voir, en tête d'affiche, nous avons cette personne qui a totalisé 36 jours, 10 heures, 13 minutes à répondre aux prospects depuis le 25 décembre 2022. Elle a répondu à 17 895 personnes. Ensuite, nous avons le robot. Le robot répond aux demandes quand il n'y a pas un technico-commercial pour s'en occuper. Notre solution permet à une entreprise d'accroître sa présence en ligne et ainsi de générer plus de prospects et donc plus de ventes. Notre projet qui est le PF-Sense. Le PF-Sense, en effet, parle d'un pare-feu qui a en son sein plusieurs fonctionnalités. Moi-même, c'est Hathor Kevin. Je suis avec mon collègue Bess Johannes, tous deux en deuxième année de cybersécurité. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous parler du PF-Sense. Le PF-Sense regorge plusieurs fonctionnalités en son sein, d'où le principal qui est le portail captif. Donc, le portail captif, en effet, fonctionne en gros comme un système d'accès et permet d'authentifier une personne afin de lui donner accès à Internet sur le réseau. Si nous avons par exemple un utilisateur qui n'a pas de compte ni de voucher ou un ticket, ce qui lui permet d'avoir un temps donné d'accès et de connexion sur le réseau, il est automatiquement refusé à l'accès à l'Internet. Donc ici, par exemple, notre portail captif se présente sous la forme d'une page web qui permet d'authentifier au même moment l'utilisateur avec
utilisateur avec son nom d'utilisateur, son mot de passe et un voucher ou ticket qui est généré aléatoirement de façon à ne pas être retrouvé dans un dictionnaire, donc n'est pas susceptible à une attaque. Donc, n'étant pas connecté à Internet, nous n'aurons pas un retour du site web. Vu qu'il y aura plusieurs requêtes qui seront envoyées, mais sans réponse, cela va prendre de temps avant de nous envoyer une notification comme quoi nous n'avons pas accès à Internet ou carrément nous renvoyer à la page de connexion, c'est-à-dire le portail captif. Donc, c'est après avoir entré les identifiants que nous aurons accès à Internet. L'utilisateur sera redirigé vers Google pour lui montrer qu'il a en fait accès à Internet. Comme vous le voyez, il a été renvoyé vers le portail captif. Donc, mon collègue va entrer les identifiants et un voucher aléatoire. Comme vous pouvez le voir maintenant, l'utilisateur est redirigé vers Google, ce qui montre qu'il a en fait accès à Internet. Nous allons ensuite entamer la deuxième fonctionnalité qui est le blocage des sites web. Nous savons que dans certaines entreprises, les gens sont susceptibles d'accéder à des sites à caractère sexuel ou à des sites de paris sportifs. Mais ici, comme nous ne pouvons pas vous montrer avec ces sites, nous avons utilisé la firme de Mark Zuckerberg, c'est-à-dire avec Facebook et Instagram. Mon collègue va essayer d'accéder à Instagram et vous allez voir qu'il a accès à la page de connexion d'Instagram. Mais avec Facebook, ce n'est pas le cas car nous avons bloqué cet accès-là. Comme vous pouvez le voir, il lui sera impossible d'accéder au site web. Nous avons fait de même pour plusieurs sites web, dont Netflix aussi, qui est une source de distraction. Comme vous pouvez le voir aussi, Netflix aussi ne passe pas. Mais aussi, nous entamons automatiquement la troisième fonctionnalité de notre équipement. Donc, notre solution permet aussi de bloquer les publicités sur les sites web. Nous savons qu'il y a sur, par exemple, YouTube, vu que nous n'avons pas la possibilité de passer par le premium, nous avons des publicités qui apparaissent quand nous regardons des vidéos. Mais vu que nous ne pouvons pas attendre, vu le temps, nous allons prendre un site de streaming sur lequel nous avons des publicités, un peu pop de publicité et des publicités à caractère un peu osé. Maintenant, cette machine, par contre, elle n'est pas dans le réseau de notre solution. C'est le pourquoi nous avons ces publicités qui apparaissent. Maintenant, nous allons essayer d'accéder à ce même site web sur notre machine présente dans le réseau de la solution. Nous allons voir que nous pouvons travailler sans être dérangés par les publicités ni de pop-ups. Donc, c'est un peu les trois fonctionnalités principales de notre solution. Donc, nous sommes donc à la fin. Je me nomme Assi Teji et aujourd'hui ici nous parlons d'Artisan Choice. C'est une solution qui vise à rapprocher les artisans de leurs clients et également à offrir aux artisans une plus large visibilité. Donc dans une situation où je vais vous conduire tout à l'heure, nous allons voir comment Artisan Choice est arrivé à apporter une solution à un client. Prenons l'histoire de M. Marc. M. Marc est un homme d'affaires qui veut entreprendre un voyage de toute la nuit parce qu'il a un contrat à signer, un contrat de 5 millions et ce voyage-là va lui prendre toute la nuit. M. Marc décide donc de prendre sa voiture, mais en cours de route, il a une panne. M. Marc commence à être apeuré, mais il a notre application Artisan Choice installée sur son téléphone. Il décide donc de prendre l'application, il l'ouvre et dans cette application-là, il voit directement un bouton qui lui dit « Touchez ce bouton pour trouver un artisan proche super rapidement ». Il clique sur le bouton donc et étant donné qu'il a besoin d'un mécanicien, il va choisir le service mécanique. Là, il a deux options. Soit il sait où il est et il décide de sélectionner le quartier, mais dans la situation, M. Marc ne sait pas où il se trouve, il va donc utiliser sa localisation. Et une fois qu'il utilise sa localisation, il aura une liste d'artisans classés par ordre de proximité, c'est-à-dire le plus proche sera le plus mis en avant, mais également par ordre de notes. Une fois que nous avons cette liste-là, nous pouvons tout simplement accéder au profil des artisans. Donc nous cliquons sur le premier artisan et là nous avons accès à toutes ces informations. Nous voyons en bas à droite ici que nous avons plusieurs options. La première permet de noter l'artisan, la deuxième permet de le contacter via WhatsApp, la troisième permet de lui passer un appel direct et la dernière permet d'avoir l'itinéraire vers cet artisan-là. Mais étant donné que M. Marc veut que l'artisan vienne régler son problème sur place, il va décider de l'appeler. Donc il clique sur le bouton sur la trentaine de projets présentés, on peut très bien détecter que ce sont des solutions qu'apportent ces étudiants au problème rencontré par... Et M. Marc arrive à reprendre la route pour arriver à la signature de son contrat. Nous voyons comment dans cette situation-là, notre application
l'application a non seulement permis à M. Marc d'économiser en temps, mais également ça lui a permis d'économiser de l'argent parce que ça aurait pu coûter très cher de faire venir une remorqueuse et de changer de voiture. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre présentation. Nous sommes heureux de vous avoir fait suivre tout ce que notre application pouvait faire. Merci de nous donner une bonne note et à la prochaine. Nous vous présentons aujourd'hui notre application WalletWise, qui est une application de gestion de dépenses. Nous présentons d'abord, moi c'est Tozuna Akwasiwa Pascaline et mon binôme c'est Comment Yaoju. Tout doit en première année de développement d'applications web et mobiles. Donc ici nous allons essayer d'enregistrer des données, un salaire, le montant. C'est un revenu, partie revenu, prenons la date, voilà, et c'est enregistré. Donc, c'est juste la nourriture, notre catégorie. La partie explication est totalement facultative, donc on peut passer une dépense, la date. Donc, une fois que nous avons tout ça, nous passons à la partie statistique qui nous présente une courbe. Ici, la courbe parle d'un enregistrement de 10 000 à 5 000. Ça nous présente un déclin qui nous prouve que vraiment, voilà, nous avons chuté dans notre tout. Donc, tout ça, c'est pour nous permettre de bien gérer nos finances. Notre projet s'appelle People's Help. People's Help, c'est une application pour aider nos parents qui voyagent souvent, ou soit les parents qui sont occupés à pouvoir trouver les types de prestataires qu'ils veulent. Nous avons des prestataires comme babysitter, bonne femme, cuisinier, ainsi que des infirmières à domicile pour aider les grands-parents qui sont à la maison. Sans plus tarder, nous allons commencer. Si le client vient, voici notre page d'accueil. Il clique sur le bouton contacter nous. Si c'est un client qui maîtrise pas vraiment, on a notre contact, il peut nous appeler ou soit rentrer directement, nous laisser un email. Il clique sur le email et voilà, il nous laisse un email. Voilà, mais si c'est un client qui maîtrise vraiment, il n'aura juste à cliquer sur se connecter. Un clic sur se connecter. Voilà, on a notre liste de prestataires ici. Il défile. Il a babysitter, infirmière à domicile, cuisinier ainsi que bonne femme. Maintenant, il prend par exemple babysitter. Le type de prestataire qui veut ses babysitter, il descend, il voit l'image des babysitters ainsi que le nom, le prénom, le calendrier de disponibilité. Il clique d'abord sur le calendrier de disponibilité pour voir les heures. Il clique sur le calendrier de disponibilité pour voir les heures où le prestataire est disponible. Il ferme. Maintenant, il va au niveau de la prise de rendez-vous. Au niveau de la prise de rendez-vous, on lui demande d'abord de se connecter. Il doit d'abord donner son email ainsi que son mot de passe. Il remplit ou soit créer un comme s'il n'en a pas encore. Une application qui se nomme Chronos, c'est une application de gestion de microfinance qui vise à régler les différents problèmes que nous rencontrons dans les microfinances, notamment les attroupements et les longues files d'attente dans les microfinances. Nous avons remarqué que plusieurs personnes aiment déposer leur argent dans les microfinances afin de les garder en sûreté. Mais lors des retraits des dépôts, nous pouvons constater des attroupements dans les microfinances, ce qui ralentit le processus de dépôt et de retrait dans les microfinances. Donc, notre application web vise à régler ce problème afin de pouvoir aider les clients à pouvoir faire les retraits directement chez eux avec leur téléphone. Pas besoin de venir dans la microfinance et de perdre de temps à réaliser une quelconque transaction. Donc, nous allons directement nous connecter sur la page client. Donc, lorsque nous connectons sur la page client, voici les services dont le client a besoin. Il peut notamment effectuer un dépôt, il peut consulter son solde, il peut faire une demande de crédit, il peut faire un retrait et il peut créer une tontine avec son équipe. Donc, très rapidement, nous allons commencer par effectuer un dépôt. Donc, dès que nous commençons à effectuer un dépôt, il y a un formulaire qui nous est retourné, que nous allons remplir. Nous choisissons l'opérateur que nous voulons, le code secret, le numéro de notre compte dans la microfinance, puis nous lançons. Dès que nous lançons, nous avons un message qui nous est retourné comme quoi le dépôt a été effectué avec succès. Et juste en bas, nous avons l'historique de toutes les transactions que le client a pu effectuer. Donc voilà, nous pouvons entre autres aussi effectuer un retrait. Donc pour effectuer un retrait, c'est la même chronologie. Nous avons un formulaire qui nous est retourné, que nous allons remplir. Comme vous pouvez le constater, notre formulaire est un formulaire vraiment simple et facile à comprendre. Pas besoin de connaissances poussées en informatique pour pouvoir remplir ce formulaire. Il est vraiment à la portée de toute personne. Donc voilà, on remplit le formulaire. Puis on lance. Donc on lance, quand on sauvegarde, nous pouvons voir que
un message nous est retourné comme quoi le retrait a été effectué avec succès. Et juste en bas, nous voyons les historiques des retraits que le client connecté a pu faire depuis la création de son compte jusqu'à maintenant. Donc voilà un peu en quoi sert notre application en gros. Nous vous remercions pour nous avoir suivis. Nous espérons que le message est passé. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous présentons notre projet intitulé VitaliTrack, qui est un système qui permet de suivre les constances vitales des patients en temps réel. Pour notre projet, la première des choses que nous faisons, c'est de connecter le médecin sur la plateforme. Après la connexion, il y a l'inscription d'un patient. Lorsqu'un patient s'inscrit, il pourra ensuite récupérer les constantes vitales de ce patient à partir des capteurs. D'abord, le titre du projet est intitulé VitaliTrack. Nous avons ensuite des technologies que nous avons utilisées. AngularJS pour le front-end, Spring Boot pour le back-end. Donc, nous avons AngularJS pour le front-end, Spring Boot pour le back-end et Bootstrap pour le design. Nous avons ensuite une base de données nommée MySQL et Arduino qui nous permet de récupérer les constantes vitales des patients à travers les capteurs. Donc là, nous avons une interface de notre plateforme. Je m'appelle Njil Bedou Victorium, étudiant en génie logiciel. Aujourd'hui, nous présentons une solution web de gestion scolaire appelée Communus. Donc, Communus est une application web qui permet de résoudre certains problèmes réels que rencontrent les écoles dans notre société actuelle. Donc, on sait que dans notre société actuelle, les écoles rencontrent d'énormes défis, tant dans l'inscription, à la gestion des notes, à la génération des bulletins, autres. C'est pourquoi nous, étudiants, nous avons pensé à résoudre vraiment ces systèmes réels que rencontrent les écoles en implémentant cette solution. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, c'est l'interface de connexion de notre application. Donc, dans le système, il y a 4 acteurs, l'admin, le parent, l'enseignant et l'élève qui peuvent se connecter. Donc, si l'admin veut se connecter, il entre son mot de passe et son email. Donc, une fois se connecté, l'admin peut avoir accès au dashboard qui montre certaines informations telles que le total des parents, le total des élèves, subdivisant avec le nombre des filles et le nombre des garçons. Donc, une fois sur l'intervalle de connexion, l'admin aura la possibilité maintenant d'inscrire les élèves. Donc, en inscrivant un élève, il va entrer certaines informations basiques de l'élève. Une fois entré les informations de base de l'élève, maintenant il y aura le parent aussi qui sera assigné à l'élève. Donc comme ça, on aura un compte parent et un compte élève dont le parent pourrait suivre son élève ou bien son enfant, tout le processus tel que les bulletins, tout ça, et il peut le coacher à la maison. Donc l'admin aura la possibilité d'assigner, lors de l'inscription, d'assigner la salle à l'élève. Et pour assigner la salle à l'élève, maintenant, il y aura la possibilité maintenant de programmer l'examen des matières. Donc, supposons pour programmer un examen, on peut d'abord créer l'emploi du temps. Donc, pour créer l'emploi du temps, il faut d'abord assigner les matières à la classe. Donc, une fois dans la programmation, pour les matières qui ont été assignées à la classe, parce qu'on sait que le système est vraiment grand, il gère plusieurs types de niveaux et classes. Donc, nous créons plusieurs matières, maths, physique, biologie. On sait que maths en classe de 5e n'est pas maths en classe de terminale ou première. C'est pourquoi, lorsqu'on crée les matières, on les assigne à la classe pour pouvoir plus tard calculer les statistiques telles que les nombres des admis avec les coefficients. Donc, une fois sur les emplois du temps, maintenant l'administrateur peut programmer un emploi du temps en donnant la date de l'emploi du temps avec le minimum pour passer s'il donne 10 et le maximum et les heures de début et les heures de fin de chaque matière. Donc, une fois assigné, on peut venir maintenant sur l'interface là où on donne les notes. Donc, une fois l'examen a été passé, il y a les notes. Donc, pour les matières qui ont été à la salle, vont ressortir avec la liste des élèves. Donc, maintenant, l'administrateur peut maintenant donner les notes en fonction des matières. Donc, une fois si donne les notes en fonction des matières, il y aura une statistique qui permet maintenant de voir la note avec le pourcentage de réussite. Et en même temps, le parent pourra maintenant voir les informations exactement et suivre les élèves ou bien son enfant pour voir qu'est-ce qui ne marche pas et l'école aussi pourra essayer de corriger cela.
Moi, c'est Adjinda Kossi Josué, étudiant en deuxième année, option génie logiciel, parcours licence. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter notre application que nous avons dénommée MiaDakor. MiaDakor est une application qui vous permet de voter en ligne et en même temps de consulter les résultats de votre vote. Peu importe si vous êtes entreprise ou bien école, si vous souhaitez faire des votes, vous pouvez utiliser notre application pour pouvoir faire vos votes. Donc, en gros, c'est un peu ça, notre application. Notre application, pour pouvoir l'utiliser, d'abord, quand tu te connectes, tu viens sur la page d'accueil. D'abord, ça c'est la page d'accueil. Ça te renvoie vers un menu. Et sur ce menu-ci, on peut voir qui a voulu vous voter, consulter les résultats et êtes-vous admin. Et pour pouvoir voter, nous irons ici. Voulez-vous voter? Ensuite, nous allons sélectionner le type d'élection que nous voulons faire. Donc, dans notre cas-ci, nous avons pris l'exemple de l'élection présidentielle que nous allons essayer de valider. Ici, nous avons la liste des candidats. Et donc, pour pouvoir voter, déjà en bas, vous pouvez constater qu'il y a l'option voter déjà quand on vient sur les candidats. Donc, ici, il y a l'option aussi qui permet de faire une élection bulletin nul. Donc, il va procéder au vote. Vous devez ensuite confirmer le candidat que vous avez sélectionné. Après confirmation, ça va vous rediriger sur la page de connexion. La page de connexion où vous devrez renseigner votre numéro de carte d'électeur comme c'est une élection présidentielle et votre nom. Tout ça pour vérifier si vous êtes sur la liste électorale, si vous êtes éligible, tout avant de pouvoir vous donner accès à la plateforme. Donc, il va exécuter. Voilà, on vient de voter. Donc, maintenant, on a voté. Nous voulons consulter les résultats. Comment faire? Donc, nous irons ici, consulter les résultats. Déjà, ici, nous avons la liste des résultats des votes, le nombre de votes que chaque candidat a obtenu. Et ici, nous pouvons directement voir qui ou qui n'a pas gagné. Donc, en gros, c'est notre application. Je réponds au nom de Beignon Jean-Paul Fanuel Kofou. Voici mon binôme, Niaouvé Komlan Kevin, tous deux étudiants en première année de génie logiciel à IPNet Institute of Technology. Nous sommes là ce soir pour vous présenter un projet qui porte le nom Agblé. Agblé, c'est quoi? Agblé, c'est une application de gestion de structuration et de planification de l'espace agricole. Généralement, pour les personnes particulières ou pour les agriculteurs eux-mêmes, avant de se lancer dans ce domaine, c'est-à-dire le domaine agricole, ils ne cherchent pas à connaître les variables environnementales. Nous continuons ensuite avec la phase analyse, qui est la phase clé de notre projet, plus précisément l'onglet laboratoire de semences, qui permettra à l'utilisateur de simuler ses récoltes. Nous avons deux options, se servir d'un projet existant ou se servir d'un nouveau projet. Nous allons cliquer la première option, se servir d'un projet existant. Nous allons ensuite choisir le projet dans la première case. Et ensuite, nous verrons que nous n'aurons qu'une donnée, une seule donnée à entrer, c'est le prix. Pourquoi le prix? Parce que le prix est la seule valeur qui n'est pas stable. Donc, nous voyons que pour cette culture-là, la culture qui sera faite sur le sol est le blé. Donc, nous entrons le prix du blé par bol. Dans notre exemple, nous mettons 550, puis nous commençons la simulation. Nous voyons dans un premier temps le taux d'humidité en un an de notre sol, la croissance des plants de blé de notre plantation, ainsi que la température en un an. L'utilisateur ou l'agriculteur pourra visualiser là le mois dans lequel la température est la plus élevée, le mois dans lequel la température est la plus basse. Puis en bas, il y a la conclusion générale de toutes les données qui ont été traitées en haut. Et nous verrons que au niveau du rendement en francs CFA, l'utilisateur pourra toucher, ou l'agriculteur, s'il décidait de mettre en vente tout le stock qu'il avait cultivé, il
il aura entre 12 000 et 24 000 francs CFA. Nous passons ensuite à la quatrième partie de notre application, qui est la conversation avec l'assistant virtuel. Notre assistant virtuel est l'intelligence artificielle qui a été entraînée pour répondre aux exigences des utilisateurs dans le domaine agricole. Sans plus tarder, nous allons démarrer une discussion avec notre assistant virtuel. Puis nous allons commencer par lui poser une question. Nous voyons qu'il y a certaines questions que nous lui avons posées auparavant. Ensuite, nous lui posons une question. Comment entretenir mon champ de maïs? Nous patientons un peu. Pour entretenir votre champ de maïs, il est important de suivre certaines pratiques agricoles de base. Nous pourrons ensuite lui poser une question hors domaine agricole pour attester de la précision de l'intelligence artificielle qui a été entraînée. Nous pourrons lui poser une question hors domaine agricole. Nous pourrons lui demander par exemple qui est le président du Togo. Nous patientons encore un peu. Et il nous répond, selon le knowledge, Paul Nyasingbe est l'actuel président du Togo. Une question de notre choix. Comment vendre une moto, par exemple? Elle nous répond, désolé, je ne peux pas répondre à cette question car elle est hors du domaine de l'agriculture et des informations contenues dans Knowledge. Est-ce que je peux vous aider avec une autre question liée à l'agriculture, ce qui atteste de l'efficacité et la précision de l'intelligence artificielle qui a été entraînée pour répondre aux exigences de nos utilisateurs. En conclusion, nous pouvons dire que ce projet permettra à tout agriculteur togolais et d'Afrique de pouvoir augmenter ses revenus et de pouvoir avoir une situation plus stable, ce qui permettrait au développement rapide de l'Afrique et de notre pays, le Togo. Je m'appelle Lembo Ilem et je suis avec mon collègue Pocho Isodong. Donc ici, nous allons parler de cybersécurité. Nous sommes des étudiants en administration, réseau et cybersécurité. On va parler de comment surveiller une infrastructure en entreprise. En entreprise, c'est un environnement professionnel. L'informaticien là-bas a besoin de savoir ce qui se passe, comment ça se passe, qui fait quoi exactement dans le réseau. Parce que s'il y a problème, il doit pouvoir réagir. Donc c'est ça que notre solution essaie de résoudre en fait. Donc comment est-ce que la solution fonctionne pour résoudre ce problème-là? Vraiment, on a le scan de réseau. Le scan de réseau, c'est quand la machine dans le réseau a besoin de savoir quelles sont les machines dans l'entreprise. Elle a besoin de connaître la machine de la secrétaire, la machine du responsable RH, du directeur ou du comptable. Maintenant qu'elle sait ces informations-là, maintenant qu'elle connaît les machines qu'elle doit surveiller, comment elle réagit. Là-bas, c'est la seconde étape. On fonctionne à deux façons. Dans une entreprise, on a voilà les types de machines qu'on peut avoir dans une entreprise. On peut avoir les Windows, on peut avoir les Linux, les bases de données et puis les équipements réseau. Les équipements réseau, généralement, ne peuvent pas recevoir d'application. Mais notre solution trouve un moyen de collecter les informations depuis ces équipements et de les centraliser, de faciliter l'interprétation pour l'informaticien dans le réseau. Il peut aussi installer les applications sur les Windows, sur les Linux. C'est des systèmes d'exploitation très connus que beaucoup de personnes utilisent. Donc, notre solution est là. Elle est basée sur un protocole qu'on appelle syslog. Mais quand on dit basé, bon, on va dire c'est un grand frère de cette solution en fait. Elle bénéficie d'une intelligence qui aide à interpréter toutes les informations qui ont été collectées depuis les machines de l'entreprise. Donc, c'est le SIEM ça. Les SIEM ont deux types. Il y a les IDS et puis les IPS. IDS comme système de détection d'intrusion et puis système de prévention d'intrusion pour les IPS. La différence entre les deux, c'est que le IPS, lui, il réagit.
il remarque une menace, il réagit contre la menace. Le IDS, lui, il détecte et puis il alerte. Il ne réagit pas, il est passif. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a un qui est meilleur que l'autre. Tout dépend des besoins de l'entreprise. Si l'entreprise a besoin de flexibilité, elle va plutôt opter pour le IDS. Si elle a besoin d'une solution qui est réactive, qui ne donne pas trop de temps aux attaquants, elle va opter pour le IPS. Au terme de cette journée, 3 projets en génie logiciel et 3 en réseau système sont primés malgré le mérite des autres projets non primés. Et avec mes amis, nous avons travaillé sur le projet Advanced Protection and Attack Source Tracing with ELK et sur Ikata. Il faut dire que ce n'était pas un travail facile, mais avec l'aide de mes amis, on a pu faire un bon travail. Et cette solution permet de pouvoir faire une surveillance des réseaux d'une entreprise, mais également c'est aussi possible de le faire pour les particuliers. Donc ceux qui n'ont pas une grande entreprise, chez eux à la maison, c'est possible de le faire, leur permettant par exemple de bloquer l'accès à certains sites web, certains sites pornographiques par exemple, ou les sites sur lesquels les enfants peuvent choper des virus. Donc voilà ce que fait notre solution. Le nom de notre application, c'est Niedola. C'est une application qui vous permet de localiser les artisans les plus proches. Elle vous permet également d'offrir vos services en tant qu'artisan. Nous sommes très contents d'avoir gagné ce prix et nous dédions ce prix à M. Batana et à tous nos camarades de la classe. Nous sommes très fiers de nos étudiants, que ce soit sur le marché du travail. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne recrutent que les diplômés de IPNet. Les projets sur lesquels travaillent les étudiants, ils peuvent les vendre si c'est, supposons si c'est un projet de développement d'application. L'étudiant, l'équipe peut choisir de vendre la solution, ou lorsque vous vous présentez chez un recruteur, vous avez un produit palpable que vous pouvez présenter. Vous voyez-vous, autant dans les filières de réseau, système et cybersécurité, les entreprises attendent des gens qui aient passé des examens internationaux qu'on appelle certificats professionnels, autant pour les filières de développement d'applications et ingénierie de logiciels, les recruteurs attendent de voir le candidat présenter une solution qu'il a mise en œuvre, qu'il a développée lui-même. Et en indiquant les technologies qu'il a étudiées, ça permet rapidement d'entrer sur le marché du travail.